politique a une durée. À la fin de son mandat, que doit faire celui qui a dirigé et qui veut se représenter? Il est dans l'obligation de présenter son bilan aux électeurs. C'est l'exercice auquel s'est soumis le samedi 5 mai 2018 M. Bart De Wever, bourgmestre d'Anvers. L'info en ligne des Congolais de Belgique vous propose dans ce reportage cet exercice auquel s'est plié devant la communauté congolaise de sa ville M. Bart De Wever, bourgmestre d'Anvers, président de la NVA, le plus grand parti de Belgique. Bart De Wever se soumet au même exercice démocratique devant toutes les communautés de sa ville, devant tous les électeurs. En République démocratique du Congo, les dirigeants ne veulent pas se plier au jeu démocratique. Qu'ils jettent un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs. Et à nous Congolais de retenir de cet exercice ce qui pourrait nous aider à instaurer dans notre pays la démocratie. Le respect de l'électeur, celui qui donne le pouvoir. Le respect de la durée d'un mandat. Quand le mandat est fini, il est fini. Bonjour à vous tous, je suis heureux de finalement pouvoir vous rencontrer. On avait déjà planifié ça en 2016, je pense, mais à ce moment-là, on n'a pas pu l'organiser. J'essaie comme bourgmestre d'entrer dans le contact avec toutes les communautés de ma ville, ce qui n'est pas une évidence à Anvers, puisqu'on a 175 nationalités qui vivent ensemble dans cette ville, qui est compliquée. Il y a des grandes communautés, comme la communauté marocaine, qui a 60 000, presque 70 000 gens. Il y a la communauté turque, 20 000, les Hollandais, 20 000. Et après, il y a une vaste archipel, disons, de groupes qui vivent dans cette ville et avec lesquels on partage la citoyenneté. Mais rencontrer les tous, ce n'est pas une évidence. Je fais ça chaque semaine, donc un meeting, un rendez-vous dans un quartier, avec des gens. Mais même après 5 ans, je dois avouer que je n'ai pas vu tout le monde. Il y a encore des gens qui sont sur la liste de rencontrer. On est presque à des élections. Mais c'est quand même utile d'entendre un tout petit peu ce qui vit dans différents groupes, quels sont les problèmes, quelles sont les questions qui vivent pour la prochaine législature, voir si je redeviens bourgmestre, ce que j'espère, c'est ce qu'on peut faire pour tout le monde. On a géré cette ville depuis 6 ans. On a commencé avec pas mal de problèmes. D'abord, il y était le problème financier. La ville était presque faillite quand j'ai commencé. On a dû faire des économies pour 430 millions d'euros. Donc c'était un travail énorme. J'espère que vous ne l'avez pas vu trop, parce que quand vous voyez que la ville est en train d'économiser, c'est pas bon. Mais c'était un travail énorme. On l'a fait en diminuant le nombre de gens qui travaillent pour la ville. On a profité un tout petit peu du vieillissement de la population. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur pension. Donc en ne pas remplaçant des gens et en réorganisant tout le temps, on peut faire des économies, des optimalisations tout le temps, mais c'était un travail tous les jours. C'était vraiment tous les jours. On a pu le faire. Et on a même réussi d'augmenter le montant, donc on a diminué l'exploitation de la ville, d'augmenter le montant d'investissement. Et j'espère que vous avez constaté ça. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas à Anvers. C'est ce qu'on dit, qu'on travaille trop. À Anvers, ça je peux comprendre, c'est difficile, donc on est en train de construire une nouvelle ville, ça fait mal. Et je suis conscient du fait que beaucoup de citoyens chaque origine ont des complaintes, que c'est difficile, que la mobilité est difficile, qu'on semble travailler partout. Mais c'est nécessaire. On n'a pas investi assez et les écoles, les immeubles publics, même l'hôtel de ville, tout était démodé, tout était trop vieux. Quand on rend des enfants à l'école, on espère voir un immeuble moderne. C'est dans un pays comme la Belgique, qui est quand même un pays prospère. Moi, je crois que le secteur public va aussi être à l'auteur de la prospérité, donc on doit investir. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Deuxième problème, c'était la sécurité dans la ville. Il y avait beaucoup de problèmes de criminalité. Quand j'ai commencé comme bourgmestre de toutes les grandes villes de la Belgique, quand on voit le taux de la criminalité, on n'était pas bon. On n'était pas bon du tout. Maintenant,
On est la ville la plus, avec le taux le plus bas de toutes les grandes villes de la Belgique. Le plus bas. Donc on a diminué la criminalité avec 30%. Donc on a fait des efforts énormes pour ça. On a régularisé la police, les services de la police, pour avoir plus de capacité dans les rues. Et j'espère que vous l'avez constaté. On a installé pas mal de caméras. Quand j'ai commencé, il y avait 100 caméras. Maintenant, il y a 350. On va à 500. Donc pour surveiller le public, le domaine public. Aussi, on a 2 boucles de caméras et fin de cette année, on aura un troisième de caméras qui enregistre chaque plaque immatriculée. Quand on entre dans la ville ou quand on sort de la ville, votre voiture est vue et photographiée. C'est ce qui est important, pas pour vous, pas pour les gens honnêtes, mais quand il y a des cambrioleurs et des bandes qui entrent dans la ville pendant la nuit, c'est mieux qu'on... C'est bon qu'on peut constater qu'ils sont là, qu'on peut les contrôler. On a créé dans la police aussi des services spéciaux. Moi, je ne veux pas m'asseoir. Si je peux voir tout le monde et voir un peu les réactions, le langage du corps des gens, s'ils sont encore intéressés ou non. Donc, des services... des services spéciaux qui s'occupent vraiment de lutter contre la criminalité. C'est ce qui nous manquait énormément. On avait la police normale, mais il n'y avait pas des unités spéciales pour lutter contre des phénomènes de criminalité. C'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle la mobilité, l'unité mobile, qui ne fait que ça. Et ça donne pas mal de résultats. On a aussi des menaces de terreur, on ne s'attendait pas à ça. Là, depuis les années 90, en Europe, on vit un peu dans une innocence ou dans une situation où il n'y avait plus de menaces. Plus de menaces externes, plus de menaces internes. Et on s'est réveillé dans un autre monde où des gens et des extrémistes peuvent nous attaquer, des attentats qu'on a connus à Bruxelles, qu'on connaît partout en Europe, des extrémistes. Et il faut adopter une culture de sécurité. On n'avait plus l'habitude. Et c'était un défi énorme comme bourgmestre quand on regarde tous les sites qui peuvent être attaqués, toutes les communautés qui sont sous menace. Toutes les possibilités qu'un terroriste a de faire des attentats terribles comme à Paris. Et qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? Est-ce qu'on peut faire le maximum pour éviter ça? Ce sont des questions qui vous empêchent d'endormir le soir. Donc on a créé des unités antiterroristes, on a le plus possible créé des barrières pour éviter que des camionnettes ou des camions peuvent foncer, merci, sur les grandes routes de shopping et tout ça. Donc ça, c'était un travail énorme. Bon, sécurité, aussi la lutte contre les stupéfiants. On n'est pas dans une bonne situation. On a un des plus grands ports de l'Europe. On sait qu'on a beaucoup de trafic sur l'Amérique du Sud, ce qui est intéressant pour la commerce, mais ce qui est intéressant pour des autres choses aussi. Et il y a des bandes criminelles, surtout de Rotterdam, d'Amsterdam, qui sont très bien organisées, qui ont un peu choisi aussi le port d'Anvers pour des activités criminelles. Et on voit que l'influence de cette criminalité dans la ville a augmenté. Il y a certains clans, certaines familles, surtout dans certaines communautés, on doit l'avouer, c'est un problème on doit se focaliser malheureusement sur la communauté marocaine. Parce que là, on a eu des familles, des clans qui ont toujours été actifs dans le trafic de cannabis, parce que ça se situe dans le nord de l'Afrique, l'oriental de Maroc. Donc c'était un peu une tradition. Et les grands criminels hollandais ont trouvé ces familles comme complices pour le trafic dans le cocaïne, ce qui a rendu le pouvoir de ces bandes a augmenté, leur influence a augmenté, l'agent criminel, l'influence dans la ville de l'agent criminel a augmenté. Donc il faut vraiment une lutte contre ça. Donc on l'a commencé, c'est dur, et je pense qu'on va encore aller plus loin pour éviter que des jeunes qui vivent dans notre ville. Le bourgmestre d'Amsterdam, une fois, a reçu une lettre d'un père de famille qui disait: bon, j'ai un problème, bourgmestre, j'essaye tout pour garder les fils dans l'école, pour les garder comme des citoyens honnêtes
et pour les forcer de prendre toutes les chances que cette société offre. Mais j'ai un problème, parce qu'à côté de moi, il y a deux maisons à côté de moi, ils vivent une famille, il n'y a personne qui se réveille avant 11 h du matin, il n'y a personne qui travaille, et il y a 2 Mercedes devant la porte. Et c'est difficile pour moi de dire à mes fils, il faut rester honnête quand ils voient que, sans problème, il y a un autre choix dans la vie qui donne beaucoup d'argent sans beaucoup d'efforts. Donc il faut mener cette lutte. Parce que si on ne s'occupe pas des stupéfiants, pas seulement on va perdre une génération, hein, on risque de vraiment perdre une génération, et on va être conscient du fait que la vente de stupéfiants, ça n'arrête pas seulement avec ça. Aussi des cambrioleurs, des gens qui font des vols violents, ce sont toujours des gens qui ont des assuétudes. Quand on lit le journal et on lit que quelqu'un a entré à la maison d'une vieille dame et qu'on l'a vraiment qu'on l'a violé d'une manière incroyable pour voler 20 €, ce sont toujours des junkies qui le font. Donc il faut vraiment mener cette lutte, c'est important. Donc la sécurité, donc bon, la situation financière, la sécurité, la mobilité. La mobilité, c'est un problème gigantesque. Vous le savez, quand vous habitez à Anvers ou en tout Anvers, n'importe, ou entre Anvers et Bruxelles, ou à Bruxelles, vous savez que la mobilité dans ce pays est devenue un cauchemar. Donc on a discuté depuis 20 ans quelle est la bonne solution, mais on n'a rien fait. Finalement, quand on est entré dans l'hôtel de ville en 2012, on a dû encore former le gouvernement flamand et fédéral en 2014 pour finalement pouvoir prendre la solution. On a les mêmes partis ici à l'hôtel de ville qui sont au pouvoir qu'au niveau flamand et au niveau fédéral, ce qui a rendu possible finalement de prendre la décision après 20 ans. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, on a commencé les travaux, mais ils ne sont pas finis. On va encore travailler l'Oosterweel, le nouveau tunnel. Ce sera incroyable. On a décidé pour 6 milliards de travaux, ce qui est en Europe quand même un investissement énorme. Mais ça va prendre encore jusqu'en 2024, jusque tous les travaux sont finis. Jusqu'à ce moment-là, on sera encore en problème. Deuxième problème, si on veut faire, c'est un peu comme la aorta. Quand la aorta est bloquée, tous les autres veines bloquent aussi. Donc pour pouvoir faire une opération à l'aorta, qui est le ring d'Anvers, le grand ring, pour le fermer, il faut d'abord réparer tous les veines. Donc on était obligé de faire tous les travaux que vous voyez aujourd'hui avant qu'on commence les grands travaux, ce qui rend une situation mauvaise encore pire. Donc ça va devenir pire avant que ça peut devenir mieux. Et on va bien voir chantier après chantier qui est fini quand on vivra dans une nouvelle vie qui sera beaucoup plus agréable et qui sera beaucoup plus accessible pour tous les moyens de transport. Parce qu'on ne s'occupe pas seulement de la mobilité pour la voiture, on a investi énormément pour sécuriser ou améliorer les réseaux pour rouler à bicyclette aussi. C'est important, je pense, qu'on doit séduire les gens de ne pas utiliser leur voiture. Mais on peut seulement le faire quand il y a une alternative qui est bonne. Quand on peut aller en bicyclette, quand on est vite, quand on a des routes qui sont aussi sécures, on est en train de faire ça. Il y a un index dans le monde de Copenhague, comme on dit, comment est la qualité de rouler à bicyclette. Copenhague est le numéro 1 du monde, c'est incroyable. Mais en fait, c'est déjà le numéro 7 du monde. Donc c'est pas mal. On peut encore améliorer beaucoup, mais c'est déjà pas mal et on va encore faire des pas de l'avant. Aussi pour les piétons, mon rêve, c'est qu'on peut aller de la gare centrale jusqu'à l'Escauve sans interruption de voiture. Et on va y arriver. En septembre, on aura le square à l'Opéra. Ce sera formidable. Après le tour de Boerentorp, vous connaissez, là il y a encore un point de blocage qu'on on a une solution. Après que le square est fini, on va fixer ça.
Et le dernier blocage, c'est quand on va du Sakura jusqu'au Steen. Là, on va, la prochaine législature, encore faire un tunnel et ce sera fait. Et alors, on peut aller marcher sur la plus belle avenue d'Anvers, de la gare centrale jusqu'à l'Escaut sans interruption. Et aussi sur les quais, on est en train de refaire tous les quais. Maintenant, c'est un parking. C'est un peu dommage que l'Anversois vit avec le dos vers la rivière. On va renverser ça. On est en train de faire, ce sont des travaux énormes, de refaire tous les quais et de faire un oasis vert, un boulevard où on peut se promener. Donc ainsi, on peut aller du nord jusqu'au sud, au quai, comme piéton, et aussi à travers la ville de l'Escaut jusqu'à la gare centrale. C'est ça. Ça, c'est la rêve. Ça, c'est mon rêve personnel. Nous sommes en train d'y travailler énormément. La situation sociale de la ville. On a dû économiser beaucoup. Et on l'a fait sur tous les domaines, sauf un, ce sont les affaires sociales. On a augmenté les moyens de l'échevin qui s'en occupe avec 20%. Parce qu'il y a un problème de pauvreté dans cette ville. On a attiré beaucoup de gens. Partout du monde sont venus à Anvers pour vivre comme citoyens. On va offrir des chances à tout le monde. Mais ce n'est pas une évidence, ce n'est pas facile. Et je pense que c'est le problème majeur pour l'avenir d'Anvers. Il y a un paradoxe énorme. Sur le plan économique, on est très bon. On a eu des moments difficiles, mais depuis 5 ans, on va de record à record. Le port fait record après record. Donc il y a 4 ans, on a fait un record, il y a 3 nouveaux records, 2 ans, un record. Cette année-ci, on va refaire un record. Le commerce pousse énormément. Aussi, toutes les grandes entreprises sont en pleine forme. Et quand je suis devenu bourgmestre, quand j'ai visité les grandes entreprises de la ville, tous les grands entrepreneurs m'ont dit, bon, on a des problèmes avec la mobilité, il y a beaucoup, les coûts de salariaux, c'est un problème, ok, on a dû s'en occuper avec le gouvernement fédéral aussi. Maintenant, si je fais le même tour, ils plaignent encore, de tout c'est vrai, ils plaignent toujours. C'est comme un agriculteur, quand il ne plaint pas, ça n'existe pas, il plaigne toujours. Mais le problème numéro 1 maintenant de toutes les entreprises, on ne trouve pas des gens pour travailler, on a plein de vacatures. Il y a des centaines, des milliers de vacatures, et en fait, j'en ai jamais eu tant de vacatures, et on ne trouve pas des gens. Mais je vois dans la ville qu'il y a des milliers de jeunes sans emploi. Le taux de chômage est le double du moyen flamand. En Flandre, on est en train de tomber jusqu'à 6%. C'est presque pas de chômage, parce que si on est à 5%, c'est ce qu'on appelle le chômage de friction, on n'a presque pas de chômage. Mais à Anvers, on est encore à 14%. Quand j'ai commencé, on était à 16%, mais je suis encore à 14%. Et quand je vois qui sont les gens qui ont énormément de difficultés à trouver un boulot, ce sont les jeunes, et surtout les jeunes d'origine étrangère, qui ont énormément de difficultés. Donc, si on n'arrive pas à faire un pont entre le talent des générations de la jeune génération d'Anvers et les possibilités de la nouvelle économie anversoise, on va avoir des problèmes gigantesques. Ça, c'est un problème énorme. Donc, dans les affaires sociales et dans l'enseignement, on n'a pas fait des économies, bien au contraire. Au contraire, on a les moyens d'investissement dans l'enseignement de la ville, parce qu'il y a aussi l'enseignement de la Flandre et l'enseignement privé catholique. Mais l'enseignement de la ville, donc le réseau scolaire de la ville, on a augmenté les investissements de 70 millions jusqu'à 180. Donc on a plus que doublé, presque triplé les moyens. Et ce n'est pas encore assez. On a aussi encouragé le gouvernement flamand énormément à reformer notre enseignement. Parce que l'enseignement qu'on connaît en Flandre est parfait pour les générations flamandes du XXe siècle. Des gens comme moi, mon père, il était un cheminot. Jamais dans ma famille, quelqu'un a fait des hautes études. Dans les générations avant moi, personne.
Il n'y avait aucune indication dans ma famille que c'était possible. C'est l'enseignement flamand qui m'a donné des opportunités. Mon frère est devenu professeur de l'Université de Gand. Moi, je suis devenu bourgmestre. Bon, on peut penser ça, c'est ce qu'on veut, mais c'est quand même quelque chose. Donc, l'enseignement flamand a toujours réussi à faire pousser le talent des générations. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et certainement dans les grandes villes. Donc, on a besoin de nouvelles stratégies. On a besoin de plus de moyens. Et on a besoin de penser out of the box. Donc, j'ai encouragé énormément le gouvernement flamand. On dit qu'il faut adopter des systèmes duals. S'il y en a un genre, et s'il y a un boulot, il faut simplement faire le pont entre ce genre et les boulots qui existent. Et si c'est nécessaire de le faire travailler déjà à 16 ans, on va le faire. On va le faire. On ne va pas insister comme on l'a fait toujours, qu'il reste à l'école jusqu'à 18. Quand il veut travailler, quand il peut travailler, quand il a le talent de faire un job spécifique qui est là, il faut simplement lier l'un avec l'autre. Et on essaie comme ville de vraiment donner cet exemple. Par exemple, la police. La police en reçoit, dans la ville entière, on a 20% des employés qui sont d'origine étrangère. Ça augmente chaque année. Et je constate quand on fait la prestation de serment chez moi, quand on vient travailler dans la rue, et je vois très bien quand je vois les groupes de nouveaux employés qu'on est en train vraiment de devenir un miroir des gens qui vivent dans la ville. Il y a dans les groupes une diversité, dans les groupes qui font la prestation, c'est une diversité énorme. Donc, et c'est bon. On est à 20% déjà. Mais ce que j'ai constaté aussi, si on fait un peu la pyramide de la ville, qui est au sommet, qui est à la base, les gens d'origine étrangère sont à la base. Quand je fais une réunion avec les directeurs de la ville, ils sont presque 20, ce sont tous des blancs. 2 tiers sont des femmes. Donc la diversité là, on a bien fait. Hein? On a exagéré un tout petit peu, on est à 2 tiers, mais il n'y a personne d'origine étrangère. Et quand on voit la base de la pyramide, dans certaines structures de la ville, comme le Solidaire, on est presque à 40%. Mais ce sont des travailleurs, c'est ce qu'on appelle blue collar. Hein. C'est pas bon. Donc on a fait un programme de HOA, c'est ce que hoogopgeleide anderstalingen, des gens qui ont un diplôme de leur pays d'origine qui n'est pas homologué dans ce pays, homologué dans ce pays, ils travaillent parfois sous leur niveau. J'ai vu dans le couloir du grand immeuble Le Pel, le grand immeuble où tous les fonctionnaires de la ville travaillent, il y avait une dame d'origine africaine, pas congolaise, elle était de Côte d'Ivoire. Et elle faisait le nettoyage, elle avait un diplôme de Côte d'Ivoire, elle était juriste spécialisée dans le droit naval portuaire. C'est extraordinaire ça. Donc on a adopté un programme OA, c'est ce qui veut dire que quelqu'un qui a un diplôme universitaire a la possibilité de travailler 1 an à le niveau universitaire et après 1 an, il peut faire l'examen pour avoir le job qu'il fait déjà. Et ça c'est quelque chose, je dois avouer que ce n'est pas toujours un succès. Mais chaque fois quand on a un succès, c'est une grande réussite. Parce que ça, c'est utiliser le talent des gens qu'on a et ne pas obliger les gens à travailler sous le niveau qui va être, ça va être une frustration quand on peut faire plus et on n'a pas la possibilité. Donc on a commencé il y a quelques ans, on a des gens d'origine chinoise, un Égyptien, des gens d'Afrique subsaharienne, de partout, un Irakien. Et on donne cette possibilité. C'est depuis 3 ans qu'on fait ça. Mais ça ne suffit pas encore. La police, il y a un problème spécifique avec la police. La plupart des policiers qui travaillent en Perse n'habitent pas dans la ville. Donc ils entrent dans la ville, ils mettent leur uniforme, ils font leur tour et retournent chez eux. C'est pas bon.
mon prédécesseur voyait le problème aussi. Et il a lancé une campagne avec des affiches de 20 mètres carrés pour dire, bon, on a besoin de vous. Si vous voulez joindre la police, vous êtes le bienvenu à le faire. J'ai un peu regardé les résultats. Il a pu attirer plus que 400 candidats. Et il y a exactement un de ces 400 qui est devenu policier. Donc, c'est un double défaite. Parce qu'on attire des gens, on peut les enthousiasmer, et après on peut dire, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ça, c'est une grande défaite. Donc, on ne va pas répéter ça. On le fait autrement maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a eu qu'un seul qui a réussi? Parce que le recrutement de la police est une affaire fédérale. Donc, on va vraiment envoyer la personne à Bruxelles, où on ne le connaît pas. Il doit faire ses examinations là, et c'est un désastre. Parce que la plupart des gens ne sont pas préparés, les jeunes ne sont pas préparés, ils ne savent pas à quoi s'attendre, et c'est un désastre. C'est un désastre. Donc j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, il y a un bon que je connais un tout petit peu, j'ai dit, bon, je veux payer pour le recrutement moi-même, si vous me permettez de l'organiser moi-même aussi. Et il m'a donné cette opportunité. C'est ce qu'on appelle un projet de pilote à Anvers. Ça me coûte 6 millions par an, hein. Donc c'est pas bon marché. Mais c'est ce que je peux faire. Non, c'est d'aller dans les écoles. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez devenir policier? Des gens des jeunes qui ont 16 ans. Mais je vais vous expliquer exactement ce que vous devez faire pour réussir. Et on va vous offrir un accompagnement. Et maintenant, on voit la dernière classe de policiers qui est entrée, c'est ce qu'on appelle dans l'approbation, donc ils sont presque policiers. On est à 20%, on est sauté jusqu'à 20% de gens d'origine étrangère. Et la réussite, on avait 25% de candidats d'origine étrangère, et on a 20% qui sont dans la classe finale. Donc il n'y a que 5% qui n'ont pas réussi. Donc 80% va à la réussite maintenant. Mais je crois qu'à long terme, ça c'est le chemin qu'on doit suivre. Parce que ça va... Maintenant, une classe c'est presque 50, ce ne sont que 20. Mais la prochaine classe encore 20, peut-être 25. Et après quelques années, on va bien voir que la police change. Et que ça devient de plus en plus aussi une représentation des gens qui vivent dans la ville. Et je pense que la police va devenir beaucoup plus efficace parce qu'ils vont littéralement mieux comprendre, littéralement, et aussi figurativement, ce qui sont la situation de chaque communauté dans cette ville. Ils vont comprendre, ils vont pouvoir mieux agir et on va avoir moins de malententes et moins de mauvaises perceptions aussi des actions de la police. Donc ce sont des stratégies que je crois sont très importantes. Donc sécurité de la ville, financière, la mobilité, les affaires sociales, l'enseignement. Je pourrais encore parler un grand problème, mais je suis ici pour répondre à vos questions et aussi pour discuter un petit peu. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer de parler pendant des heures et des heures. Non, vous ne devez pas rester debout. Peut-être encore un sujet. Ce qui me donne beaucoup de soucis, c'est le prix des maisons pour louer, certainement pour acheter une maison. Si on a un problème, on constate que beaucoup de gens qui vivent dans la ville, quand ils ont 30 ans, et c'est le moment où on veut acheter une maison. On a une famille, il y a des enfants, on doit faire des grandes décisions dans la vie. Où est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? Est-ce que je peux acheter une maison? Mais on doit aller à la banque et pour 25 ans, 30 ans, on est fixé. Donc ce sont des grandes décisions. Et on constate, on a vu dans les statistiques, que ce moment est souvent le moment où on quitte la ville. Et je me suis demandé pourquoi.
mais ce sont les prix des maisons. Quand c'est plus bon marché de quitter la ville. Aussi un peu l'idée que les écoles hors de la ville sont meilleures que dans la ville, ce qui est une mauvaise idée, c'est pas correct je pense, mais la perception c'est tout. Quand les gens le croient, c'est une réalité sociologique. Hein? Donc ils agissent sur une perception qu'ils ont et ils quittent la ville. Et pour la ville, c'est pas bon. Donc on va se focaliser, chaque raison pour laquelle on quitte la ville, on doit s'en occuper pour améliorer. Et un des plus grands problèmes, c'est si on ne fait pas des efforts, on va se retrouver dans une situation comme Amsterdam, comme München, où on a déjà ce qu'on appelle le New Urban Crisis, une crise urbaine, où c'est devenu vraiment, pour quelqu'un normal, c'est devenu, personne ne peut encore acheter une maison. Et on doit éviter que ça se produise ici à Anvers, on va élargir la ville. Et c'est pour la raison, vous voyez, dans le sud de la ville, qu'on est en train de construire des nouveaux quartiers. Dans le nord aussi. Il y a beaucoup de critiques sur cette politique parce qu'on attire beaucoup d'investisseurs du secteur privé et on leur donne l'opportunité de construire. Mais si je pense que c'est inévitable. Si on, dans l'économie, il y a la demande et l'offre. La relation entre les deux fait le prix. Donc on va augmenter l'offre d'appartements et de maisons pour des familles. Et c'est pour la raison qu'on travaille tellement et qu'on attire tellement des investisseurs et qu'on a fait tellement de grands projets pour élargir la ville et renverser des quartiers comme le Slachterhuis-site et les autres, le Renault-site ou des anciens sites industriels, pour les renverser et les changer dans des quartiers pour des familles avec des maisons qu'on peut encore payer. Ça, c'est quelque chose pour notre avenir que je crois qui est vraiment crucial. Mais bon, je pense que j'ai parlé assez de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire encore. Je veux bien répondre avec votre question et écouter un tout petit peu votre souci. Et c'est ce que vous voulez, les changements que vous désirez dans cette ville. C'est intéressant pour moi de noter ce que vous voulez, ce que vous voyez, de ce que vous rêvez dans cette ville. Merci. Merci à vous tous.